Bienvenue dans cette nouvelle table ronde Demain le sport, France Info, l'équipe France Télévisions, ici à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris. On a parlé il y a un instant de l'accompagnement psychologique des sportifs. On a parlé en début d'après-midi des difficultés, des agressions, de la façon de s'en prémunir. On a parlé aussi de la préparation des fédérations qui vont naître et qui vont avoir leurs sportifs représentés aux Jeux Olympiques. Voilà maintenant qu'on va ouvrir une page économie du sport. Ben oui, le sport, effectivement, c'est un écosystème important. On va parler surtout de la façon de raconter aujourd'hui le sport, parce qu'il y a 25 ans, on ne racontait pas le sport de la même façon. Ben non, il n'y avait pas les plateformes vidéo, il n'y avait pas les réseaux sociaux sur lesquels tous les athlètes aujourd'hui se doivent d'être. Alors, comment est-ce que tout cela s'imbrique, les nouvelles façons de raconter le sport? C'est le thème de cette table ronde ici au Foyer F. Elle est animée par Manuel Tissier. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, je suis journaliste à France Télévisions, très heureux de participer à ce débat. Plateformes, réseaux sociaux, une nouvelle façon de raconter et de consommer le sport. Alors on parlera plus des plateformes et de la narration que des réseaux sociaux. Les influenceurs, ça ne va pas être le débat principal, même si à France Télévisions, on aime beaucoup en parler depuis quelques temps, et ça marche très bien. Mais on va parler évidemment avec des professionnels de la narration, des professionnels des événements sportifs. D'abord avec Paul Martin, qui est le patron de Box to Box, qui a fait le documentaire, non pas fictionné, mais le documentaire, la série Drive to Survive, avec sa boîte anglaise, c'est bien ça, Paul. Yann Le Bourboac, qui fait partie également de Box to Box, c'est ça, et qui prépare d'autres projets un petit peu dans la même veine que Drive to Survive. Oui, en fait, je fais partie d'une boîte qui s'appelle Quadbox, qui est en fait une association entre une boîte française de production indépendante, on en reviendra après, oui, et Box to Box. Voilà. Et on travaille ensemble sur divers projets aujourd'hui, dont on en parlera peut-être le Tour de France. On en parlera évidemment. Avec Christian Prudhomme, qui est le directeur du Tour de France que vous connaissez, et de toutes les épreuves cyclistes d'ASO. Bonjour. Christian. Et nous sommes également avec Cyril Abitboul, qui est aujourd'hui le directeur général de CDK Technologies, mais qui est un ancien patron de Renault Formule 1 et qui est aussi un des protagonistes majeurs du Drive to Survive que vous avez vu sur Netflix. Donc on va essayer de comprendre comment fonctionne aujourd'hui la narration du sport. Cyril, d'abord, j'ai envie de vous demander où en êtes-vous après avoir été un héros de fiction presque d'une série, et qu'est-ce que ça vous a fait ? Maintenant, je suis héros de ma vraie vie. Qu'est-ce que ça m'a fait? C'est qu'est-ce que ça a fait à l'ensemble de la Formule 1? Parce que je pense qu'il y a un avant et un après, pas à titre individuel, mais pour la Formule 1, qui était, pour tout un tas de raisons, je dirais, qui était un peu en perte de vitesse, médiatiquement, pour peut-être aussi ses valeurs, des championnats qui, à répétition, étaient dominés par une équipe. Et tout à coup, on a eu cet objet médiatique un peu inconnu, un peu nouveau, qui a déstabilisé initialement beaucoup de choses, donc il y a eu beaucoup de réticences, peut-être on en reparlera, et puis qui en fait ensuite a donné un coup de projecteur énorme et qui a fait comprendre finalement qu'est-ce qu'il y avait ces 20 pilotes casqués, ces 20 voitures qui tourneront et on s'endort devant 3 tours après le début, et finalement tous les efforts qu'il y avait, tous les enjeux qu'il y avait, politiques, techniques, économiques. Et voilà, donc ça a redonné effectivement un élan extraordinaire à la Formule 1 en France, dans ses marchés historiques, en Europe, mais également dans le monde. Et donc, voilà, donc je pense qu'effectivement la façon de raconter change l'objet qui est raconté, et c'est tout l'intérêt effectivement de ces nouvelles plateformes. Paul Martin, quand vous avez entamé la production, l'écriture de ce document, Drive to Survive, qui a été diffusé sur Netflix avec le succès qu'on connaît, est-ce que vous vous attendiez d'une part à la résonance qu'il a eue, et d'autre part, est-ce que vous aviez prévu aussi, et c'était l'idée que vous aviez de redorer le blason, ou en tout cas de rénover l'image de la Formule 1? Oui, alors je vais répondre à la première question. Absolument non, pas du tout. On n'avait aucune idée. On ne savait pas que ça allait devenir ce phénomène, véritablement. Il y avait une série à Abu Dhabi pour la première fois. On a parlé de cette série Netflix. Alors Abu Dhabi, c'est la fin de la saison. Tout le monde est fatigué, tout le monde en a marre.
tout le monde nous a dit non mais ça va pas ou quoi, faire une série sur ce sport, essayer de faire une narration un petit peu fraîche, un petit peu cool et de façon originale sur ce sport. Non, non, pas du tout. On n'imaginait pas du tout que ça allait se passer comme ça. On avait l'impression que c'était quelque chose que les gens regardaient tous les dimanches et qu'ils avaient une espèce de vague idée de ce qu'était ce sport. Mais au fur et à mesure que vous passez du temps dans les écuries, vous regardez les gens qui travaillent là et vous vous rendez compte qu'il y a un aspect complètement différent, complètement méconnu, qui est tout aussi intéressant d'ailleurs de ce sport. Les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe sur la piste véritablement. Et donc on s'est dit que si on pouvait raconter des histoires vraiment intéressantes sur ce monde-là, les gens allaient regarder. Mais on ne s'est jamais dit « Waouh, on va aller réinventer la Formule 1, on va la renouveler complètement, on va avoir un nouveau public. » Non, non, on s'est dit « On va faire le meilleur spectacle qu'on peut faire. » Et tout le reste, eh bien, c'est venu et c'était complètement inattendu. Inattendu pour tout le monde d'ailleurs, pour le monde de la Formule 1, pour Netflix aussi, je peux vous le dire. Donc ça a été vraiment une bonne surprise, mais une surprise en tout cas, ça c'est sûr. Christian, dans la narration du sport que propose Quadbox et Drive to Survive, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'ensemble de la série, vous qui avez été d'abord journaliste, qui avez d'abord raconté... Nul n'est parfait. Nul n'est parfait, non, non, il y a des accidents de vie. Vous avez retrouvé ce qui vous plaît dans le sport, ou vous en avez vu aussi peut-être la limite et cette fictionnisation, en tout cas cette dramatisation, vous a dérangé en tant que journaliste? Je pense surtout que tout le monde s'est dit en voyant la fiction, j'aimerais bien qu'on fasse pareil chez moi. Je crois que tout le monde s'est dit ça. En fait, ce qui nous a surtout frappé, c'est d'être totalement complémentaire du direct télé. Je crois plus que jamais à la captation en direct et ce que fait France Télévisions au quotidien. Qu'on regarde sur un meuble, qu'on regarde sur son téléphone, qu'on regarde sur sa tablette, de toute façon, les grands événements sont même encore plus forts aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on a fait un pic d'audience sur France Télévisions, donc vous, les scores d'audience de 2004 avant la TNT. C'est-à-dire qu'on a atteint des scores qui étaient ceux d'une époque avec 6 chaînes, avec le Tour de France, le dernier Tour de France. En revanche, c'est un souffle d'épopée que vous pouvez rapporter. C'est raconter ce qui se passe derrière. Une étape du Tour de France, on est dans son canapé, certains s'assoupissent, c'est une légende, sur les étapes de plaine, mais en revanche dans le peloton, on ne s'assoupit pas. C'est-à-dire qu'il faut bien voir l'épopée que vivent au quotidien les coureurs pendant 180 km, 200 km tous les jours. Pas simplement les descentes de col. N'importe quelle traversée d'agglomération est aujourd'hui une folie furieuse quand on est dans un peloton, parce qu'il y a de plus en plus d'aménagements routiers. Donc racontez ça de l'intérieur. C'est-à-dire qu'à la fin d'une journée, les gars, ils ont le cerveau et la mémoire des anciens coureurs du Tour. 30 ans après, vous disent « je suis passé là, 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 là ». Ils ne savent pas comment ça s'appelle, mais ils vous refont la route. D'étapes qui ont eu lieu 30 ans avant. Donc ça, ce sont des choses que j'espère voir. Évidemment, les rivalités à l'intérieur des équipes, mais ça, Yann le racontera. Moi, je n'ai pas vu les milliers d'heures de rush, je ne sais pas. En revanche, ce qui a été fait, bien sûr, c'est d'abord l'effet l'attrait, sans aucun doute l'attrait. Voilà. Netflix, le tatintan, le N là, qu'on a envie de voir dans le vélo, et puis être totalement complémentaire avec, évidemment, pour nous, une évidence, c'est-à-dire que ça va sortir au printemps, avant le Tour, avec d'ailleurs un 52 minutes sur France Télévisions aussi. Et voilà, juste avant les 120 ans du Tour de France, puisque le Tour de France s'élancera de Bilbao le 1er juillet 2023, 120 ans exactement après le départ du tout premier tour. Alors, vous nous avez mis l'eau à la bouche, évidemment, on a envie de se tourner vers Yann Le Bourboac. Vous avez vu ces rushs, sans doute, évidemment. Vous avez commencé à sentir la magie ou non qui va opérer sur cette série. Et j'enchaîne sur l'autre question. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Est-ce que c'est la même chose que pour Drive to Survive? Alors, je vais commencer par la deuxième question, parce que je Avec pense que plaisir. ça rebondira sur ce que disait Christian. La complémentarité, en fait, c'est vrai, du direct et de ce genre de programme, elle fait que on va chercher là, en fait, on va chercher des personnages. Nous, notre travail, c'est de raconter des histoires d'hommes et de femmes. Moi, je viens du cinéma, Paul vraiment du documentaire, mais en fait, c'est cette complémentarité-là, c'est-à-dire aujourd'hui d'avoir les moyens qui sont des moyens en fait cinématographiques pour raconter au travers d'un documentaire ça. Je reviens là-dessus parce que par rapport à votre question sur ce qu'on attend,
on ne va pas attendre la même chose que ce qu'on a fait sur Drive to Survive. Drive to Survive a son écriture, elle a été faite. Je pense qu'on l'a toujours dit, ça serait un peu une insulte même pour le milieu du cyclisme que de dire qu'on va faire exactement la même chose. Ce n'est pas les mêmes personnages, et à partir du moment où ce n'est pas les mêmes personnages, ce n'est pas le même sport, ce n'est pas le même écosystème, il y a peut-être certains mimétismes que vous allez pouvoir trouver dans la manière de faire, mais qui sont plus dans notre sauce interne, mais la manière de le faire ne sera pas forcément exactement la même. On ne peut pas dire qu'on va dupliquer sur le vélo, ou même Paul qui fait aussi d'autres choses sur le tennis, sur le golf et autres, on ne peut pas se dire qu'on va dupliquer exactement cette même mécanique-là. Par ailleurs, ce que fait Formula One dans la diffusion de ces Grands Prix n'est pas du tout ce que fait France Télévisions dans la fusion du Tour de France. Le Grand Prix des Grands Prix, vous en avez toute l'année. Le Tour de France, c'est 3 semaines. Pas du tout la même manière de voir les choses. C'est pas du tout le même sprint, si je puis dire, ou la même ascension. Donc les choses, je pense, vont être radicalement différentes. Et pour revenir à votre première question sur est-ce que j'ai vu, il se trouve que c'est un projet où, comme sur la Formule 1, vous avez un nombre de rushs. C'est ce qu'on appelle donc la matière qu'on est arrivé à avoir puisque c'est un partenariat entre Netflix et France Télévisions. Vous avez les images qui ont été captées par France Télévisions et puis vous avez les images des 9 ou 10 équipes de tournage qu'on a eues pendant 4 ou 5 mois. Donc on est à ce moment-là dans un processus où on élimine beaucoup de choses pour pouvoir aller à l'essentiel et trouver notre trame autour des personnages qu'on va travailler. Comme on le ferait sur un scénario de film, c'est quelle va être la trajectoire de ce personnage-là de l'épisode 1 à l'épisode 8. Voilà. Vous avez des auteurs qui travaillent en amont, c'est pas juste... C'est pas des auteurs, Alors vous avez les gens qui ont travaillé sur le tournage, qui étaient évidemment auprès de nos personnages, que sont les cyclistes, que sont aussi les managers d'équipe, et puis vous avez... ces gens-là qui ensuite vont rentrer dans les salles de montage et qui vont malaxer un peu cette matière-là. Aujourd'hui, les rushs, on en a vu quelques-uns, mais je pense qu'on sera on est vraiment toujours en train de dérusher tellement il y en avait, et je pense qu'on sera en train de commencer à voir un peu ce à quoi va ressembler la série dans les semaines qui viennent. Là, ouais. Alors, il y a une question qui est celle aussi d'un journaliste et celle de quelqu'un qui relate ou qui tente de relater la réalité, même si certains parfois le contestent. Et je me tourne d'abord vers Cyril, puisque vous avez été, vous, le protagoniste, vous avez été filmé dans une série. À quel moment, et est-ce que vous avez eu l'impression que parfois le filmage de cette réalité la changeait? La présence des caméras vous faisait par exemple prendre une décision différente ou une attitude différente de la réalité? Ne serait-ce que par exemple votre rivalité qui était certes certaine, mais qui a été aussi montrée et théâtralisée avec Christian Horner de Red Bull. Ça, déjà, c'est un peu deux questions différentes, si je peux me permettre. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que le fait d'avoir une caméra braquée sur vous modifie? Je pense que ça serait très arrogant de dire que non. Après, il y a des degrés dans la modification, dans le travestissement de soi-même. Voilà, je citerai personne, mais effectivement, il y a des caractères qui étaient quand même un peu plus haut en couleur à l'image que dans la réalité. Et il y avait un vrai danger, parce que, voilà, encore une fois, je ne vais pas citer une équipe en particulier, mais il y a vraiment des relations qui se sont dégradées entre un team principal et ses pilotes, parce que le team principal, dès qu'il y avait une caméra, il en allait. Voilà. Je pense que les gens qui ont vu la série peuvent imaginer un peu de qui je parle. Donc oui, l'observateur modifie l'observé, ça c'est la caméra, mais ça c'est toutes les caméras du monde. Et après, effectivement, il y a ce qui est fait au montage par les équipes de Box to Box, qui sont là pour aller chercher effectivement pas une réalité factuelle absolue. Enfin, peut-être que Paul va être upset de ce que je dis, mais il va chercher un grain, une émotion, une intensité dramatique, un arc narratif qui correspond à la réalité. C'est-à-dire que moi, je ne peux absolument pas dire qu'il y ait quoi que ce soit qui ne représente pas des choses qui ont existé, des choses que j'ai dites. Après, il faut effectivement savoir ce que l'on regarde. Mais c'est comme c'est la réalité télé, elle n'a de réalité que dans le nom, c'est pas de la réalité. Donc là, je pense qu'il faut aussi éduquer l'audience, et maintenant je pense que l'audience est éduquée, et c'est pour ça aussi qu'il y a une très forte complémentarité avec ce qui est le live, avec les highlights, tous les magazines qui peuvent être faits. C'est pas un magazine, c'est un autre objet qui vient apporter un complément d'information à la disposition du fan, mais on est sur quelque chose de très différent, il faut le savoir. Voilà. Donc il y a des choses qui sont amplifiées avec l'intention dramatique. Effectivement, ma rivalité, typiquement pour votre question, avec Horner était largement pire que ça dans la réalité. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, voilà, typiquement, c'est quelque chose qui était amplifié, et je comprends pourquoi c'était amplifié. Maintenant, des moments de tension avec Horner entre Renault et Red Bull, il y en a eu, bien évidemment, et c'est ça qu'ils ont été chercher, et ils ont eu raison d'aller le chercher.
Quand vous entendez ça, Paul, ce que vous savez déjà, vous n'apprenez rien, est-ce que c'est un compliment ou vous le prenez comme une critique? Le fait de transformer la réalité par votre narration, pas seulement par le filmage. Ou en tout cas, non pas de la déformer ou de la transformer, mais de la magnifier peut-être, ou de la dramatiser. Oui, alors je ne pense pas que ça soit transformé, je pense que c'est peut-être magnifié. Christian l'a dit, quand on a le ta-ta-ta là, avant une émission, évidemment, ça crée des attentes de la part du public sur ce qu'ils vont voir. Netflix, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement, du drame, des films, des choses qui font monter un petit peu la sauce. Et on dit toujours que si on faisait quelque chose pour la BBC, par exemple, au Royaume-Uni, ça serait un programme complètement différent de celui qui a été montré sur Netflix avec la même base. Donc, pour nous, c'était une façon d'exagérer un petit peu l'aspect dramatique de la chose, certes, mais si vous mettez une certaine musique en fond, évidemment, vous projetez votre opinion sur la scène ou ce que vous avez envie que les gens ressentent. Et on a essayé de s'assurer que ça reste quand même authentique. Et les gens qui étaient d'ailleurs les protagonistes ne sont jamais venus nous voir en disant « mais non, mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé ». Ils ont dit « oui, d'accord, je comprends, tu as mis cette musique-là qui a peut-être mis l'accent sur tel aspect de la chose, mais c'est un portrait relativement juste de ce qu'est la vie dans une écurie de Formule 1 ». Et donc on est vraiment concentré sur les mouvements. Il y a des pilotes qui étaient un petit peu pas contents qu'on utilise des morceaux de communication radio, par exemple, qui ne correspondaient pas à l'image. Mais l'idée, c'est d'emmener le public et de le faire rentrer en empathie avec les pilotes, justement. Et à chaque fois qu'il y a du drame, c'est toujours un petit peu exagéré, mais on vit dans un monde de drame, on vit dans un monde d'émotions. Et il y a des choses aussi qu'on a vues, qu'on n'a même pas mises dans le documentaire, alors qu'elles étaient peut-être encore plus dramatiques que celles qui figurent finalement. Donc, il y a forcément une sélection et on a un processus très très long de mise en place. On montre aux équipes, aux écuries les images qu'on a tournées et on est toujours dans la droite ligne de ce qu'on fait. J'ai eu des conversations parfois pas très très agréables avec des personnes qui n'étaient pas forcément très contentes et à la fin de la saison 1, elles se rendaient compte que finalement au début, sur le premier épisode, on avait montré cette image du moteur Renault qui prend feu, etc. Donc ça leur avait pas plu, mais en fait nous aussi on s'est dit c'était peut-être pas la meilleure idée finalement, mais à chaque fois on est droit dans nos bottes et on soutient toujours la façon dont on a travaillé, la façon dont on a fait ce documentaire, et je pense que finalement tout le monde dans les écuries a accepté ce qu'on avait fait, et sinon ils nous auraient pas laissé revenir de toute façon. Vous diriez qu'il y a la même vérité dans The Crown que dans Drive to Survive? The Crown. Between The Crown and Drive to Survive. Moi, j'ai pas vu The Crown. C'est une fiction, mais qui relate la réalité. C'était juste pour parler de la reine. It was just because I wanted to say something. Yann, oui, vous voulez ajouter? Oui, je voulais dire quelque chose parce que du coup, ça me permettra de vous donner un peu de contexte sur le Tour de France. Quand on fait un show comme celui-ci, contrairement au direct, on peut remettre en perspective ce qui s'est passé avant pour le personnage ou ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il en arrive là. Et si on prend le Tour de France, lorsqu'on est au direct et qu'on voit l'abandon de Mathieu Van Der Poel, on reste sur un abandon d'un cycliste tel quel, et il est traité comme ça pour le spectateur qui regarde le Tour. Il y avait l'eau-club, c'est dramatique. Dans une série comme celle-ci, on vous fait comprendre un peu tout ce par quoi il est passé pour pouvoir être, ne serait-ce que sur le Tour de France, pour être le cycliste qu'il est aujourd'hui. Combien est-ce qu'il en a chié? Et donc, du coup, quand on remet ça en perspective, vous pouvez amener un peu plus de dramatisation. Je trouve ça même légitime, parce que quand on comprend ça, on se dit « Ah ouais, toi, tu es en arrivé là, tu es dans ta chambre d'hôtel, tu es assis par terre », parce qu'en fait, il était dans un couloir d'hôtel. Voilà. Et donc, à partir de là, dès que vous avez un peu ce backstory-là, je pense que c'est légitime, des fois, de pousser un peu la dramatisation. Voilà. Est-ce que vous avez dû négocier avec certains cyclistes, avec certains coureurs? Est-ce que certains n'ont pas voulu participer? Est-ce que tous ont le même regard et la même envie de voir cette dramatisation? Ça, c'est une réflexion qui s'applique, je pense, à tous les shows qu'on fait. Encore une fois, c'est rentrer dans un univers, rentrer dans un écosystème. C'est toujours beaucoup de pédagogie pour leur expliquer comment se font ces shows-là, qui sont, c'est vrai, un peu nouveaux,
puisque on est vraiment, je pense, à la frontière entre le documentaire et autres. Il n'y aura pas mieux qu'un cycliste pour faire un film sur le cyclisme, je pense. Il y a beaucoup de grands réalisateurs qui se sont cassés les dents à vouloir faire des films sur la Formule 1 et autres, et ça n'a jamais été vraiment des faits, sauf quand c'est des films qui datent, comme Le Mans 66 ou ce genre de choses. Pour la réalité, il n'y a pas mieux qu'un cycliste aujourd'hui pour le faire. Donc, quand on rentre dans ce monde-là, évidemment qu'on demande des accès qui sont un peu nouveaux, qui sont sans antécédents. Il faut savoir gagner leur confiance. Il faut leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour les triquer ou pour les piéger. Mais il y en a qui sont plus simples que d'autres. Il est une notoriété publique que Julien Alaphilippe, par exemple, est quelqu'un qui, devant les caméras, s'exprime de façon bien plus évidente que d'autres cyclistes. Et à partir de là, comment est-ce qu'on va pousser le personnage, ou d'autres, comment est-ce qu'on va les révéler? Mais à chaque personnage doit être traité différemment. C'est pas les mêmes. Christian, juste une remarque, c'est qu'en fait, le point d'entrée, ce ne sont pas les coureurs, ce sont les équipes. Après, à l'intérieur des équipes qui ont été choisies ou qui ont dit oui, ce sont les coureurs. Qui sont employés. Mais oui, absolument. Christian, je ne dirais pas que vous avez été bercé au récit d'Antoine Blondin, parce que ce serait quand même un petit peu loin, mais le récit sportif, qui d'abord était un récit écrit, est aujourd'hui donc un récit qui est un peu plus mis en scène. Est-ce que vous trouvez aussi qu'il magnifie la performance, comme Antoine Blondin dans l'équipe pouvait le magnifier il y a quelques années? C'est l'évolution, en tout cas, du Tour de France, qui est une invention des journalistes, des médias, créés par la presse écrite, popularisés par la radio, parce que ça, oui, c'était de mon époque. J'ai été bercé par Inter, RTL, RMC, Europe, passant d'un flash horaire à l'autre, entendant les passages de col et imaginant ce qui allait se passer dans la descente. Est-ce que mon champion va s'échapper? Est-ce qu'il va tomber, etc. Donc, ce média du rêve, la radio, c'est un média formidable, le rêve. Ensuite, il y a eu la télé. D'abord, la télé d'un simple point de vue sportif, pour le Tour de France, qui est sans doute la seule épreuve sportive à intéresser tout le monde, y compris des gens qui ne s'intéressent pas au sport, par sa dimension esthétique, patrimoniale, culturelle, géographique, historique. Et ensuite, une télé qui, en fait, avec l'invention de la fameuse boule Westcam à la fin des années 80, où on a quitté le visage ou les jambes du champion, donc uniquement le geste sportif pour le champion dans son univers, qui est l'atout numéro 1 du Tour de France, c'est-à-dire que le plus beau décor du monde, c'est le décor du Tour. Maranello, Wimbledon, Maracana, si on n'a pas en tête l'exploit sportif, ça ne représente rien. Le col d'Isor, la casse déserte, de toute façon, c'est magnifique, quoi qu'il en soit. Donc cette dimension-là, en fait, elle est venue. D'un seul coup, on a vu le champion dans son univers, dans son décor, qui est exceptionnel. Alors c'est pour les vieux sbires comme moi, qui ont nettement plus de 50 ans, et les décors de Donald Cardwell et les costumes de Roger Hart au théâtre ce soir, d'il y a 20, 30, 40, 50 ans, ils sont évidemment exceptionnels sur le Tour de France, ça c'est clair. Ouais. Cyril, vous l'attendez, cette série sur le Tour de France, comme vous attendiez les épisodes de Drive to Survive, même si ce n'est pas votre sport, mais vous êtes... Non, mais je trouve que c'est intéressant effectivement de voir comment un autre sport est capable de s'approprier cette forme de narration, parce qu'évidemment, Drive to Survive a fait des émules, et il n'y a pas un sport qui, comme le disait Christian tout à l'heure, ne rêve pas d'avoir son Drive to Survive, parce que c'est transformatif sur le business, la chaîne de valeur, les sponsors. Il faut savoir que nous, on finissait par avoir des sponsors qui venaient sponsoriser des équipes de Formule 1 pour Drive to Survive, parce que c'était des nouvelles marchés, c'était de la visibilité assurée, etc. Il faut savoir aussi que Drive to Survive permet d'avoir une forme de présence médiatique pour toutes les équipes. Et ça, c'est ça qui était intéressant, parce que Renault a été assez à la pointe des négociations avec Netflix et Box to Box dans la réalisation de tout ça. Et il y avait une parité de traitement. Et si on se replace dans notre contexte historique de Renault en Formule 1, on est 2017-2018, on revient en Formule 1 en 2016, donc on n'est pas vraiment aux avant-postes, loin de là. Donc ça veut dire qu'on n'existe pas médiatiquement. Et là, pour la première fois, on a un média qui s'engage à une parité d'existence pour tout le monde. D'autant plus que les premières années, il y a des équipes, et deux grosses équipes, qui souhaitent ne pas participer, qui ne veulent pas participer pour un certain nombre de raisons, de contrôle d'image, etc., etc. Donc il y a 8 équipes qui tout d'un coup se retrouvent à parité de part de voix, ce qui est une opportunité extraordinaire pour exister, pour faire exister ses ambassadeurs, les pilotes, pour faire exister sa propre narration, pour faire exister ses enjeux. Pourquoi les motoristes explosent? C'est-à-dire, pour une fois, on a enfin un peu l'opportunité de le raconter. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une superbe opportunité pour les sports de se raconter différemment que le simple entrefilet qu'on peut trouver le lundi matin sur le résultat sportif, de rajouter vraiment autre chose. Et donc voilà, je suis curieux de voir effectivement comment ça peut être transposé à l'univers du Tour. Max Verstappen
d'après ce que je sais, ce que j'ai lu, a refusé à partir d'un certain point de se prêter à ce jeu et à cette narration. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a engendré ça et quelle a été votre réaction par rapport au fait que le pilote de premier plan, l'actuel champion du monde et le futur sans doute, ait refusé, se soit retiré de ce projet auquel il avait participé? He's in season 5. Il est en saison 5. Il sera dans la saison 5. On s'est très bien entendu. D'ailleurs, le point d'entrée, c'était toujours à travers les équipes. Et puis, c'était un choix individuel pour les pilotes pour savoir dans quelle mesure ils voulaient participer ou dans quelle mesure ils voulaient vraiment en faire partie. Max, c'est quelqu'un de très focalisé. Et au cours des 4 dernières années, il a voulu désespérément gagner le championnat du monde. Quand on le connaît, on sait que quand il veut faire quelque chose, il va piloter en voulant être champion du monde. Donc, on s'est très bien entendu avec lui. On a eu des interviews pour la première et la 3e saison, mais il ne voulait pas y participer à cette saison. Dans quelques communiqués de presse, on a dit qu'il ne voulait pas en faire partie et les médias en ont beaucoup parlé. Mais bon, ce n'était pas si énorme que ça pour moi ou pour Max. Ce n'était pas une opposition fondamentale sur le principe, c'était plus par rapport à son agenda personnel. Non, en fait, je ne pense pas qu'il aimait bien le programme. Je pense que pour lui, il a compris les avantages à en tirer, mais en fait, ce n'était pas du genre, on veut absolument que tu le fasses. Et lui disait non, je ne veux pas. Si quelqu'un ne veut pas y participer, vraiment, il n'y a pas beaucoup qu'on puisse faire. Nous, on était toujours... Enfin, on n'avait pas un Mercedes ou Ferrari dans la première saison. Et si on n'a pas certains pilotes ou certaines écuries, nous sommes sûrs qu'on va trouver quelque chose d'autre à raconter. Bon, nous sommes heureux que Max va participer cette année, cela dit, parce que je pense que c'est important d'avoir le champion du monde, qui doit participer au programme. Donc, ce n'est pas un problème pour nous, cela dit, le fait qu'il ne voulait pas y participer. Mais je suis très content de savoir qu'il est prêt à participer à nouveau. Yann, est-ce qu'il y a encore des sports sur lesquels vous voyez une possibilité de développement narratif, un peu comme la Formule 1 et le vélo? Est-ce qu'il y a d'autres projets qui peuvent aussi donner lieu à une mise en image aussi spectaculaire? Ah oui, je pense moi au contraire qu'il y a des sports qui sont peut-être un peu moins médiatiques, le Tour de France, la Formule 1. Paul pourra aussi vous en parler mieux que moi parce qu'il travaille encore sur beaucoup d'autres choses sur Netflix qui touchent au tennis, au golf et autres, au surf. Je trouve vraiment bien parce que là c'est un sport alternatif et moi j'aime beaucoup les sports alternatifs, donc il y a peut-être des choses à faire. Mais je pense que le sport est un écosystème où il y a moi je cherche, c'est ce que je vous disais, il y a tellement de personnalités différentes, que ce soit dans le management ou les sportifs eux-mêmes, il y a un terrain pour nous raconteurs d'histoire qui est formidable. Donc il y a des sports, moi, où j'aimerais bien qu'on puisse essayer et trouver des distributeurs, ou en tout cas des voies de distribution de shows de cette catégorie-là. Donc oui, très clairement, je pense qu'il y a une voie. Il faut savoir les prendre, savoir les respecter et trouver le moyen le mieux possible de raconter ces sports-là au travers des gens qui l'animent, en fait. Mais ça nécessite du temps. C'est pas tiens, je vais faire ce sport-là et puis je vais faire un show sur ce sport-là. Ça prend beaucoup de temps. Le Tour de France, c'est un show qui a pris beaucoup de temps à se mettre en place. C'est des écosystèmes pour certains qui sont très lourds. Enfin voilà. Mais oui, je pense qu'il y a plein d'autres sports où on pourrait faire les choses un peu différemment que Drive to Survive, encore différemment que pour le Tour, encore différemment pour certains des projets qu'on a ensemble sur Quadbox. Mais voilà, et qui seront annoncés bientôt. Mais voilà. Cyril, il y a un sport qui aujourd'hui est votre sport, qui présente aussi un théâtre incroyable, c'est la course en mer, la course à la voile. Vous êtes aujourd'hui directeur général de CDK Technologies. Est-ce que là, de ce côté-là, c'est une réflexion que vous pourriez avoir sur la médiatisation d'un sport, quand on fait le tour du monde par exemple à la voile, avec des solutions techniques qui sont encore à trouver, parce qu'on peut difficilement suivre de la même manière, même si ça se fait de plus en plus. Oui, non, je pense qu'effectivement, ils font partie des sports qui cherchent des façons de transposer ceci à leurs univers. D'ailleurs, ils ne font pas que chercher, certains ont trouvé. Il y
Il y a une compétition, une compétition qui s'appelle le Pro Sailing Tour, qui est diffusée sur une chaîne française concurrente cryptée. Canal. Voilà, pour ne pas le citer. Mais ce que je trouve vachement intéressant avec ce championnat, c'est qu'il a été conçu pour créer effectivement une série. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu un sport et ensuite on va créer une série. Non, ils ont réfléchi au format de la compétition. Inshore, offshore, quelles personnes embarquées, y compris un médiaman embarqué, pour réellement coller aux besoins de la narration et au format qu'ils voulaient envisager. C'est monté par deux frères, dont un d'ailleurs est réalisateur dans le cinéma, absolument passionné de voile. Et là, c'est vraiment intéressant, parce que là, on voit que le sport se met vraiment au service de la narration. Donc ça, c'est le cas, bon, c'est pas le plus gros championnat de la course au large, mais c'est un bon cas d'école, et il y en a d'autres, effectivement. Je pense que les grandes courses, le Vendée Globe, la Route du Rhum, tout le monde se pose la question. Mais ça reste compliqué, parce que c'est une seule personne qui est embarquée pendant une course qui peut faire 80-90 jours, avec un seul point de vue, qui est un peu claustrophobique. D'ailleurs, il y a un très bel objet que j'ai vu la semaine dernière, qui est un film de Linked Out, Thomas Ruyant, qui est 13 caméras embarquées pendant sa route, son Vendée Globe. Et il lui arrive tout un tas de trucs. C'est ultra anxiogène, mais c'est extrêmement bien fait. C'est une narration complètement différente. Donc je pense que c'est aussi peut-être un danger, c'est que tout le monde cherche à faire du Drive to Survive, y compris lorsque ceci n'est pas adapté. Donc je pense qu'il faut que chaque sport réfléchisse à son besoin, réfléchisse à son opportunité non exploitée avec les médias traditionnels et s'interroge sur le meilleur format à imaginer avec les nouvelles plateformes qui donnent du temps, qui donnent de l'espace, qui permettent d'adresser un public plus de niche, avec des nouveaux moyens, parce que la somme des niches arrive à créer effectivement des grandes rivières, et de réfléchir au bon format. Voilà, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Christian, il y a des sports que vous souhaiteriez voir à nouveau mis en scène, cinématographié en plus, du vélo, de la J'ai Formule déjà 1. très envie de voir le Tour de France sur Netflix. Ouais. Et 52 minutes sur France Télévisions. Non, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir ce que ça changera peut-être dans les diffusions directes ensuite. C'est-à-dire qu'en termes d'image, on ne peut pas faire beaucoup mieux que ce que fait France Télévisions sur le Tour. Les prises de vue, elles sont phénoménales. Peut-être que demain, à la marge, s'il est possible d'avoir des drones, si c'est possible techniquement dans le direct, s'ils sont autorisés d'un point de vue sécurité, on va améliorer à la marge. Mais en revanche, le son, il y a encore tout à faire, et on n'a quasiment pas progressé dans le vélo en 20 ans. Donc ça, on en discutait hier presque par hasard parce qu'on s'est croisés. Ils ont une banque son qui est absolument phénoménale. Et ça va peut-être faire changer les choses ensuite. Parce que, encore une fois, on n'entend pas le bruit du peloton, le peloton qui vit. C'est une masse informe avec 170 individus, on ne sait pas ce qui se passe. Dans le peloton, il y a les coups de frein, les coups de patin, il y a les cris de tel ou tel, les coureurs qui se parlent, les cris de tel ou tel coureur parce qu'un gars est sorti de sa ligne pour avertir, le coup de sifflet du garde républicain dans la traversée d'agglomération. C'est-à-dire que c'est un peu aujourd'hui The Artist. Donc c'est formidable, mais il n'y a pas ce son. Quand on rentre dans une salle de cinéma, aller au cinéma, il paraît que ça se fait plus, ça se faisait autrefois. Aller au cinéma, dans une salle de cinéma, vous êtes souvent pris par le son avant d'être pris par l'image. Donc ça, peut-être que ça va changer, parce qu'on va entendre ça. Et c'est une dimension complémentaire exceptionnelle. Parce que question image, je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux que France Télé. Bon, ça, c'est gentil. Je vous en prie, c'est l'ancien de la maison. Oui. Paul, parlez-nous un peu des projets, si vous pouvez en parler, qui sont justement en développement et qui vont peut-être arriver donc, sur Netflix ou d'autres plateformes. Eh bien, on a fait les 80p WTA pour Netflix. C'était incroyable d'ailleurs, pour ATP et WTA. On était à Galos. J'ai eu un accès incroyable là-bas. C'est un monde complexe. Vous savez, avec le tennis, toutes ces choses sont différentes. Parce que vous savez, le sport regroupe tout. Mais un joueur de tennis, c'est très différent d'un pilote de Formule 1, d'un cycliste, d'un golfeur. Et ce qui est clé, c'est de trouver le point d'entrée et de pouvoir raconter ces histoires de manière authentique. Et le tennis, c'est un sport où il n'y a pas beaucoup de choix, même pour les joueurs de tennis. À moins d'être Roger ou Rafa, ou quand on voit Rafa Nadal quand il quitte la tour après 5-7, il n'y a pas beaucoup de choix, il y a beaucoup de douleur. Et ils ne font pas défiler à New York quand ils gagnent. Donc ça, ce serait un projet intéressant pour voir des
jouer du tennis de plus près. Le golf également. Eh bien, on a suivi les tours de PGA cette année aux États-Unis et c'était intéressant. On a choisi les bonnes années apparemment pour faire ce programme. Et ensuite, il y a quelques autres sports où essentiellement je suis un amateur du sport. J'adore tous les sports. J'adore le fait d'être dans ces mondes, ces univers, pour essayer de raconter ces histoires d'une manière, j'espère, un peu unique et dramatique en même temps. Je ferai tout. De ping-pong, tout. Parce que je pense que c'est un univers formidable où on peut passer du temps. Et le public veut savoir. Je suis très heureux que Christian ait dit que ces programmes devraient exister en même temps que le live. Parce que le live du Tour de France ou de la Formule 1, ils font un travail remarquable pour narrer l'histoire. Et ce que nous faisons doit toujours être complémentaire par rapport à ça. On ne cherche pas à être en concurrence, à dire le live fait comme ceci, mais nous on fait mieux comme ça. Non, ça doit aller de pair, marcher la main dans la main. Et c'est ce qu'on a pris surtout dans Drive to Survive quand on a commencé. Sky, au Royaume-Uni, disait comment est-ce que vous pouvez céder les droits Netflix? Ça va être désastreux pour tout le monde. Et après la diffusion de la première saison, eh bien, il y avait énormément de succès sur Sky. Et Sky a compris que ça peut être bénéfique pour le sport et pour tous. Et voilà pourquoi tellement de détenteurs de droits y ont été attirés. Parce que le bénéficiaire, celui qui bénéficie de ce programme, c'est l'ensemble de l'écosystème du sport, les pilotes, les écuries, les équipes, les détenteurs de droits, les diffuseurs, et j'espère que ça va continuer. On ne cherche jamais à être en concurrence avec le live. Je ne toucherai jamais au sport en live, mais on peut faire très bien ce que nous faisons, et le sport en live fait très bien ce qu'il fait. Et on essaie simplement de mettre en valeur tous ces sports. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre modèle? Alors il y a le live, il y a le documentaire, il y a aussi de plus en plus le personal branding, c'est-à-dire que le média aujourd'hui c'est le sportif lui-même. Vous avez fréquenté, Cyril, des pilotes qui ont des réseaux sociaux, qui donc ont leurs propres médias, et il y a aussi des séries sur des joueurs, Pogba, Griezmann. Chaque sportif de haut niveau a un peu son propre documentaire et sa propre narration. Est-ce que ça, c'est pas aussi un risque de dérive où en fait chacun se raconte et raconte sa vision des choses, mais qui est aussi une vision un peu promotionnelle et plus tellement ni journalistique ni même fictionnelle? Est-ce que c'est pas une dérive un peu dangereuse, du trop plein en fait? Je ne sais pas si c'est pour moi cette question, mais effectivement, oui. Par exemple, Daniel Ricciardo, c'est une public information qu'il est en train de bosser sur une fiction avec Hulu, je crois. Donc effectivement, c'est en train de faire des émules jusqu'au. On est passé effectivement de la Ligue, ensuite effectivement le team, qui aurait pu être tenté de faire cette narration. D'ailleurs, pour la petite histoire. Avant que Netflix lance son projet, Renault c'est comme ça que j'ai rencontré Yann, avait son propre projet effectivement de raconter sa propre narration. Mais ensuite, effectivement, on a vu que c'était beaucoup plus puissant de le faire en collaboration avec Netflix. Mais effectivement, les individus ont la capacité technique de le faire. Il y a des chaînes comme Jelly Smack qui permettent d'accélérer effectivement la production de contenu, son référencement, sa distribution de manière extrêmement professionnelle. Donc n'importe qui peut devenir son propre média. C'est pour ça que plus que jamais, de toute façon, il va falloir que l'audience arrive à être éduquée pour faire la synthèse de tout ça et trouver, reconstituer sa vérité. Mais je pense que c'est une opportunité extraordinaire de former les nouvelles générations sur ce que c'est que l'image, les dangers de l'image et l'importance de prendre de la distance et de recomposer de l'image à la réalité. Christian, le risque de cacophonie, en fait, de nombreuses voix qui parasitent un petit peu le sport parce que en fait, elles supportent des intérêts très personnels, l'intérêt des sportifs aussi, qui ont leur propre histoire et leur propre vision. Alors, il y a des choses, si on évoque le Tour de France, qui ne se passent pas forcément au même moment.
La série Netflix, elle est totalement complémentaire. Après, nous, comme organisateurs, nous avons parfois des difficultés depuis quelques années parce que les équipes communiquent d'abord sur les réseaux sociaux avant de nous le dire à nous. C'est-à-dire que régulièrement, ma fille, qui fait un drôle de métier, elle est aussi journaliste, elle a dû entendre pique-pendre à la maison quand elle était petite. Parfois, elle me donne des infos sur le tour, quand j'y suis, en me disant machin et pas au départ. Parce qu'en fait, les équipes mettent les informations sur les réseaux sociaux avant de nous le dire à nous. Et je me souviens un jour, Thierry Gouvenou, notre directeur des compétitions, je le voyais venir vers moi pour me dire c'était l'abandon d'un coureur. Il faut que je te dise que Van der Poel a abandonné, enfin ne sera pas au départ. Oui, je sais. Il dit comment tu sais? Ma fille me l'a dit. Et en fait, on a cette difficulté-là. C'est-à-dire que ça va à toute vitesse et ça ne passe plus nécessairement par nous. 2020, le grand départ du Tour de France à Nice. Donc ce Tour de France déplacé fin août et en septembre à cause de la pandémie. Je vais à une interview sur France Info et on m'apprend que 2 assistants d'équipe ont le Covid. Et on me dit, mais alors, donc 2 assistants d'équipe, vous faites quoi? Mais sauf qu'ils me l'apprennent. Et c'est de plus en plus souvent comme ça, parce que ça va à toute vitesse. Donc je ne sais pas si c'est de la cacophonie, mais c'est un vrai danger, en effet, ou une difficulté supplémentaire dans la gestion d'une épreuve, dans l'organisation d'une épreuve, bien sûr. Vous avez l'impression, Paul, que c'est de plus en plus compliqué avec les sportifs, ou pas, par rapport à que le Drive to Survive, ou en tout cas que l'économie d'image du sport a amené beaucoup plus de complexité dans les négociations, par exemple? Je pense que oui. C'est une industrie où tout le monde copie. Il y a des gens qui veulent faire comme Drive to Survive, la Last Dance de Michael Jordan, et chaque athlète voudrait avoir une série 10 parties sur eux. Je pense que les publics sont beaucoup plus éduqués que ce que l'on pense. Et le public peut voir à travers et voir ce qui est authentique et intéressant. Ils peuvent voir ce qui est faux, l'artificiel. Le défi, ce n'est pas le fait que les gens veulent faire quelque chose, mais parfois les agents ou les représentants, ce qu'ils pensent qui est bon pour l'athlète ne l'est pas nécessairement pour avoir de bons contenus. Je pense que notre façon de procéder, on sait ce qu'on fait. Et on n'aime pas que les agents ou les gérants nous disent comment faire un bon film ou de bons contenus. Et si on ne le veut pas, eh bien, il ne faut pas faire appel à nous en tant que société de production. Il y a 10 autres compagnies de sociétés de production qui peuvent le faire. Nous, on veut faire des choses qui sont authentiques et dramatiques, mais on veut le faire bien, tout ce que nous faisons. Et je pense que parfois, les gens, ils cherchent à être exposés plutôt qu'à faire quelque chose bien. Et à mon avis, quand on fait quelque chose bien, le public va répondre. Et si on le fait mal, le public va le voir, va voir la réalité. Et c'est ça le défi. Je pense que tout le monde devrait avoir ses propres séries, documentaires et autres. Ce n'est pas une question de volume, c'est une question de qualité. On voit ce que le cinéma apporte, Yann, à la retransmission sportive, à la narration sportive. Est-ce que aussi il y a dans l'autre sens, est-ce que la manière de raconter, les techniques que l'on invente pour couvrir le sport apporte aussi au cinéma? Est-ce que c'est aussi un échange permanent? C'est un échange plutôt permanent dans la manière de vouloir raconter les choses, mais d'un point de vue technique, non, je crois pas. Non, on invente non, rien. Non, je pense qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire des documentaires. Il y a encore 10 ans en France, faire un documentaire comme Drive to Survive, je crois que c'est vraiment Netflix qui a été le premier. Moi, je me souviens avoir découvert ça avec The Défiant One, venant de qui était une première série que j'ai vue sur Netflix, où j'ai vu Dr. Dre, Dr. Dre et Jimmy Irvine, où tout d'un coup, il y avait des pionniers, dont Paul fait partie, puisque Paul, avant de faire cette série sur Drive to Survive, c'est quand même des gars qui ont fait Senna, qui ont fait Amy Winehouse, qui a eu un Oscar, avec une forme de narration où là, il n'y avait, pas de voix off et il n'y avait pas d'interview. Donc on était déjà dans une forme de narration. Mais techniquement parlant, je pense qu'aujourd'hui, non. Au contraire, le documentaire doit vraiment s'inventer. Même si nous, on vient d'une société historiquement quad qui fait du cinéma, on a fait Intouchable, Le Sens de la Fête, des gros films, des gros succès. Ensuite, en s'intéressant au unscripted, je pense que le unscripted doit trouver sa propre voix, comme Paul, avec Box to Box, a su trouver une voix de narration un peu unique,
qui aujourd'hui fait l'unanimité, et sur Drive to Survive. Sur le Tour de France, on a vu ce que mettaient tous les moyens mis en place par France Télévisions pour le direct, qui sont énormes à la hauteur de l'événement, je dirais, mais quand même qui sont excessivement poussés. Après, nous, avec le temps qu'on a pour travailler sur notre projet, on va essayer de trouver des moyens d'aller un peu plus au cœur du peloton, mais parce qu'on a le temps, parce qu'on travaille avec les équipes depuis plus longtemps. Donc on va chercher. Je ne sais pas si ça vient du cinéma, mais par exemple, si on parle du son, c'est vrai qu'on va chercher à faire comprendre aux spectateurs ce que c'est que de voir et de sentir ce peloton, cette inertie, cette masse qui se déplace. Lorsque vous êtes sur le tour et que vous voyez le peloton passer, c'est un souffle d'air qui passe. Comment est-ce qu'on le retransmet? Ça, pour moi, c'est un réflexe cinéma, dans le sens où, quand vous faites un film, il y a toujours un bruiteur. Sur des grosses productions, il y a quelqu'un qui va faire le bruit d'une casserole, qui va faire le bruit d'un tambour. Enfin, on fait du bruitage. Là, sur ça, je dirais que c'est inné de le faire. Moi, j'y pense, mais on va le penser, parce qu'on se dit, là, il y a quelque chose qu'on n'entend pas, le battement de cœur du cycliste, le fait que on entend souffler, les changements de vitesse, le vent, enfin la vitesse. Essayer d'immerger le spectateur le plus possible. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire le plus. Est-ce que ça vient du cinéma? Je suis pas sûr. En tout cas, il n'y a pas de pont direct. Voilà. Il y avait peut-être un axe de développement de la narration sportive aussi, c'est le virtuel, l'immersion. On avait un atelier là sur le développement avec le casque numérique. Est-ce qu'on pourrait par exemple imaginer, Christian, un spectateur du Tour de France avec un casque virtuel qui soit dans le peloton? Est-ce que ça, c'est dans le peloton? Oui, on vous l'a déjà proposé sur un vélo d'appartement. Si on veut que tout sur le monde un home soit par terre, trainer. faut pas hésiter. Non, mais avec un home trainer. Dans le peloton, enfin dans le peloton, virtuellement. Virtuellement, non mais Dans le exactement. Dans Virtuellement. le peloton, c'est complètement impossible. Via le métavers. Oui, je sais pas, pourquoi pas. Avec un casque de réalité virtuelle. Mais alors, j'ai envie de Est-ce dire que vous les la proposez casques. déjà? Alors, moi, ça a tendance à me faire vomir le casque. Et après, les casques. D'ailleurs, on a la même difficulté vous aviez la même difficulté avec la Formule 1, c'est que, au contraire, on veut rendre de l'humanité. Et la Formule 1, comme le vélo, c'est retirer le casque, les lunettes. 12 juillet 64, Puy-de-Dôme, Anctil-Poulidor, il y a bien longtemps. Il y a eu 12 juillet 98 pour les moins jeunes. Parce que la France a gagné la Coupe du Monde de foot en 98, pas seulement en 2018. Et j'ai vu cette image de Jacques Anquetil et Raymond Poulidor avec un casque. Ça n'a plus du tout la même force. Donc c'est en fait retrouver le champion, les personnages derrière. C'est ce que Yann a dit tout à l'heure, retrouver les personnages. Donc moi, je préfère qu'on enlève les casques. Les casques sur le vélo sont venus pour des raisons évidentes de sécurité, après des drames, après des grèves de coureurs qui ne voulaient pas les mettre. Ça a quand même été ça. Il y a 20 ans, ils étaient en grève pour ne pas mettre les casques. Aujourd'hui, évidemment, que tout le monde les met. Mais quand on peut les retirer, ce serait formidable. Je rêve, par exemple, que nous obtenions de l'Union cycliste internationale que les coureurs puissent enlever leur casque dans les arrivées au sommet. Parce que ça n'a plus rien à voir. Parce qu'on retrouve le visage, on retrouve l'effort. Le champion cycliste, il n'aura jamais le talent de Roger Federer. Il n'aura jamais son poignet. Il n'aura jamais le pied de Messi. Sa force, c'est son courage. Mais quand vous voyez plus de visage, le courage, c'est limité. Donc retrouver ça et retrouver le champion ou la championne, puisqu'il ne vous a pas échappé que désormais, il y avait à nouveau aussi un Tour de France dans sa version féminine, les retrouver le soir et retrouver le souffle de l'aventure. Je repensais là, en vous entendant les uns et les autres, j'ai vu le compteur de la voiture un jour sur le Tour, 116 km/h compteur derrière un coureur. Donc ça fait 110 réels sur un gars qui est sur des pneus comme ça. C'est-à-dire que c'est un souffle d'épopée, c'est fou. Ce qu'ils vivent au quotidien, ce qu'ils vivent en une étape du Tour, la plupart d'entre nous ne le vivent pas dans une vie. Il faut se rendre compte de ça quand même. Je me souviens de ce que Didier Pironi, ancien emblématique champion de Formule 1 et mort en offshore, avait dit à un de mes patrons, un de mes grands patrons, qui lui disait « Mais pourquoi tu reviens au offshore après la Formule 1 ?» Il lui a répondu « C'est parce que je préfère 30 ans de ma vie à 100 ans de la tienne. » C'est-à-dire qu'à un moment, il y a ça, ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Et ce qu'ils vivent d'extraordinaire, j'espère que ce sera mis à la portée de tout le monde grâce à la série, en complément total du direct de France Télévisions. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une volonté, Cyril, chez les spectateurs aussi, de proximité, d'être proche via les réseaux sociaux et de partager une certaine intimité parfois avec les champions. Et ça passe aussi peut-être par une immersion dans un baquet de Formule 1, sur un vélo, et les développements techniques le permettent. On l'a vu encore là avec les casques de réalité virtuelle. Oui, je voudrais quand même, en complément à ça, en connexion à ça et en complément à ce qu'on disait tout à l'heure, que
un des facteurs de succès de Drive to Survive, en tout cas, c'est aussi l'intelligence de faire une équipe ultra réduite pour capter toutes ces images qui sont de très grande qualité. Donc il faut quand même saluer le progrès des équipements, de captation, etc. Et c'est 2 personnes. Et les garages de Formule 1, quand ils nous ont dit on veut filmer partout dans les garages, effectivement, les équipes de Formule 1 ont dit vous rêvez, c'est un environnement où il y a de la pression, il y a des problèmes de sécurité, ça bouge dans tous les sens, etc. C'est un ballet synchronisé. Donc imaginez dropper 2 éléphants avec des énormes caméras dans un ballet, ça ne va pas le faire. Et ils ont réussi à avoir cette intelligence, de vraiment réduire à la plus simple expression ce dont ils avaient besoin, et deuxièmement aussi d'avoir une stabilité des équipes, qui fait qu'il s'est créé une intimité entre les équipes, le cadreur, le preneur de son, et les équipes. Ils étaient habillés comme nous, avec les polos de l'équipe. À la fin, ce sont des membres de l'équipe, c'est vraiment des embedded médias. Donc après, tout ceci va évoluer peut-être pour créer encore plus de proximité par des technologies VR, etc., ou réalité augmentée, probablement. Mais ça passe aussi par de l'intelligence de mettre des personnes qui créent une intimité avec l'équipe qu'ils vont suivre pour aller chercher des moments qui n'auraient pas existé autrement. Merci beaucoup à tous. Un mot, Christian ? Une toute petite chose, et pas seulement parce que nous sommes à la Maison de la Radio et de la Musique. La proximité dont Cyril vient de parler à l'instant, elle est aussi essentielle, parce que pour nous, Tour de France, c'est aller chez les gens. Le Tour de France de mes rêves, c'est pas le Galibier, le Tourmalet, la Penèse ou le Ventoux, c'est aller chez les gens. Et France Inter, France Info, mais le réseau France Bleu, la proximité est quelque chose d'absolument essentiel. On est dans tout ce qui doit être médiatisé, dans une complémentarité totale d'images. France Télévisions le direct, Netflix, mais aussi la presse écrite, qu'elle soit sur le web ou en papier, et évidemment aussi la radio qui m'a donné l'amour du Tour de France et du journalisme. Merci Christian, ce sera le mot de la fin et merci à tous. Merci Cyril. Merci beaucoup, merci à tous les 4 d'avoir participé à cette table ronde de Demain le Sport. Demain le Sport ici au Foyer F, c'est quasiment fini, je dis quasiment parce que vous le savez, le clou de cette journée, enfin l'un des clous, parce que tout est passionnant, ces débats, on pourrait les faire des heures, c'est la présence de Michael Phelps, l'athlète, le nageur le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques. 23 médailles, 18h30, il fait une masterclass dans le studio 104, de l'autre côté de la Maison de la Radio. Si vous n'arrivez pas à accéder au studio 104, parce que ça risque d'être très très prisé, sachez qu'on va faire une projection ici en vidéo de sa conférence à Michael Phelps et que vous pourrez la suivre dans cet espace. Donc 18h30, Michael Phelps, nageur, 23 médailles d'or aux Jeux Olympiques, qui vient parler de ses performances, mais aussi, hélas, de sa dépression. Merci de votre présence et bonne fin de journée à tous.